Bonjour à tous, mon nom est Rémi Asselin, je suis président de la QCS et je suis accompagné de Jean-François Parent, directeur général. Vous le savez sans doute, la révision de la gouvernance de la QCS fait partie des objectifs du plan stratégique 2017-2020. Lorsque les membres de notre CA ont commencé leur réflexion à ce sujet, ils ont rapidement convenu que des modifications aux règlements généraux devaient être apportées, notamment pour permettre à notre organisation de faire évoluer ses pratiques. Lors du Conseil général du 15 mars dernier, nous avons fait la présentation d'un nouveau mode de règlement généraux pour la QCS. Vos présidences de section ont pu prendre connaissance de ces modifications et nous donner leurs propres commentaires. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, nous allons vous résumer les changements que nous désirons apporter. Dans le courriel que vous avez reçu, vous retrouvez la proposition écrite et tous les détails pour vous permettre de donner vos commentaires. De façon générale, pour guider le travail de révision des règlements généraux, le CA a cherché à atteindre 4 objectifs. Revoir notre gouvernance, en faisant notamment évoluer le rôle du CA, du président et du DG. Consolider le mandat du Conseil général et de l'Assemblée générale. Accroître l'efficience du CA, notamment par la création de 3 comités dédiés. Finances, gouvernance et stratégie. Adapter les règlements généraux au développement contemporain de notre vie associative. Concernant l'objectif 1, qui est de revoir notre gouvernance en faisant évoluer le rôle du CA, du président et du DG, les principales modifications que nous voudrions faire aux règlements généraux seraient entre autres liées au rôle du président. Il faut savoir qu'il est difficile de pourvoir le poste de président en raison des disponibilités qu'il demande, notamment pour des représentations. Dans la nouvelle version des règlements généraux que nous vous déposons, le président conserve ses fonctions à l'égard du conseil d'administration. Un rôle accru de représentation serait délégué au directeur général, qui deviendrait PDG et donc porte-parole officiel de la QCS. Cette façon de faire permettrait à la QCS de préserver une certaine constance dans l'image et les messages diffusés dans le cadre de ses affaires publiques. Le PDG aurait davantage de reddition de comptes à réaliser auprès du CA. Le rôle du conseil d'administration demeurerait le même, mais nous pourrions l'allier à 3 comités qui vous seront présentés dans un instant. Les comités gouvernance, finances et stratégie. Nous avons aussi prévu que le CA pourrait désormais adopter le plan stratégique et le plan d'action qui en découle et faire des recommandations à l'Assemblée générale sur le résultat des négociations relatives aux conditions de travail nationales des membres et le taux de cotisation des membres. Comme je vous l'ai mentionné, vous trouverez toutes les nuances apportées au rôle du CA, du président et du DG dans le document qui accompagne cette vidéo. Alors, deuxième objectif, consolider le rôle du Conseil général et de l'Assemblée générale. D'abord, au niveau des obligations de consultation. On a, par le passé, consulté les membres du Conseil général sur nos politiques, notamment la politique des sections et la politique des commissions professionnelles. On y est allé d'instinct, mais maintenant, on s'oblige à consulter les membres du Conseil général à l'égard de nos politiques. Un autre aspect aussi concerne les grandes orientations lors du renouvellement des conditions de travail nationales des membres. Ça nous apparaît important de consulter nos membres du Conseil général sur les grands enjeux de négociation. Alors, on ne parle pas d'enjeux spécifiques, mais de grands enjeux de négociation, comme par exemple la modernisation du plan de classification ou encore pérenniser le RRPE, donc de consulter nos membres du Conseil général pour avoir par la suite un mandat clair du Conseil d'administration. Et finalement, au niveau du Conseil général, élire 3 de ses membres pour siéger au sous-comité de gouvernance relatif au recrutement et à l'élection des membres du Conseil d'administration. Au niveau de la consolidation de l'Assemblée générale maintenant, l'Assemblée générale aura à voter sur recommandation du Conseil d'administration sur le renouvellement des conditions de travail nationales des membres. On l'a fait la dernière fois, d'instinct encore une fois, mais il nous apparaît important de nous obliger, en vertu de nos règlements généraux, à consulter l'ensemble de nos membres sur les conditions de travail nationales. Et l'Assemblée générale aura également à fixer, sur recommandation du Conseil d'administration, le taux de cotisation des membres. Alors maintenant, passons au troisième objectif, accroître l'efficience du Conseil d'administration, notamment par la création de 3 comités dédiés, finances, gouvernance et stratégie, avec de nouvelles procédures pour l'élection des membres du Conseil d'administration.
Donc, le premier comité de gouvernance, alors ce sera un comité qui sera composé du président du conseil d'administration et d'un autre membre du conseil, bien sûr, nommé pour 1 an, renouvelable, par le conseil d'administration. Le mandat général de ce comité concerne la gouvernance, les politiques, l'éthique et la déontologie, ainsi que le processus de nomination, de mise en candidature et d'élection pour les postes du conseil d'administration. Le comité finance, maintenant, deuxième comité. Alors, ce comité est composé du trésorier de notre association et d'au moins un autre membre du conseil d'administration. Alors, c'est toujours pour un mandat d'1 an. Le mandat général de ce comité concerne le cadre financier de l'association et notamment la conformité aux conventions comptables, les états financiers et la planification budgétaire. Bien sûr, il y aura toute la question relative au placement qui sera analysée par ce comité. Enfin, le troisième comité, le comité stratégique. Alors, ce comité est composé également d'au moins 2 membres du conseil d'administration nommés pour 1 an et renouvelables par le conseil d'administration. Et ce comité-là concerne la définition du plan stratégique et sa mise en œuvre. Alors, voilà pour nos 3 comités. Maintenant, passons au processus d'élection des membres du conseil d'administration. Alors, les membres du conseil d'administration continueront d'être élus par l'Assemblée générale. Donc, à l'heure actuelle, la façon dont on fonctionne, c'est que l'Assemblée générale élit ses membres du conseil d'administration. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un sous-comité qui provient donc de 2 membres du comité gouvernance et de 3 membres du conseil général qui vont analyser les candidatures qui vont être soumises, que vous allez soumettre, dans le fond, à ce comité-là. Et ce comité-là va analyser vos candidatures en fonction d'un profil de compétences recherché qui va être axé en fonction de la gouvernance, de la stratégie et puis des finances, en fonction des enjeux qui auront été identifiés pour les 2 années à venir. Et les compétences qui seront recherchées seront bien sûr des compétences générales et plus spécifiques qui compléteront celles des membres du conseil d'administration. La raison pour laquelle on vous propose ça, c'est que dans le passé, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu un conseil d'administration qui était composé de gens qui pouvaient provenir d'horizons similaires, c'est-à-dire des mêmes commissions professionnelles ou encore de la même commission scolaire. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de diversifier la compétence de nos gens. Donc, dans un premier temps, le comité va s'assurer que le profil de compétences recherché est atteint et à ça, on va ajouter 5 considérations. Première considération concernera tendre vers la parité pour s'assurer qu'on a un nombre qui est assez représentatif d'hommes-femmes dans notre association. Il ne faut pas oublier qu'on a 58% de nos membres qui sont des femmes et dans le passé, on a eu plutôt tendance à avoir des conseils d'administration composés d'hommes. Deuxième considération, avoir au moins un membre qui a moins de 40 ans. On assiste à un renouvellement de notre membership. On a 13% de nos membres, même 18% de nos membres qui ont moins de 40 ans. Donc, il faut leur laisser tout doucement une place pour s'assurer qu'on est une association qui évolue bien et qui est bien représentative des différentes générations que nous composons. Troisième objectif, avoir une certaine géographie qui est respectée. Alors, des gens qui proviennent d'un petit peu partout au Québec, des gens aussi qui proviennent de différentes tailles de commissions scolaires et enfin des gens qui proviennent de différentes CP, donc de différentes commissions professionnelles. Donc, une fois que le comité aura analysé les différentes candidatures, il y aura des suggestions qui seront faites et donc sur le bulletin de vote électronique que vous recevrez, il y aura à côté de certains noms, par exemple, candidature suggérée. Vous comprendrez que quelqu'un qui se présente et dont la candidature n'est pas suggérée pourra bien sûr se présenter. Alors, personne ne sera empêché de se présenter dans la mesure où, bien sûr, il respecte les critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être membre de l'association, mais il y aura certaines candidatures pour lesquelles il y aura des suggestions. Le processus d'élection des membres du conseil d'administration se fera maintenant de façon électronique, c'est-à-dire que vous allez voter sur une base électronique, on vous enverra les différentes modalités et ça s'échelonnera sur quelques jours et puis par la suite, les résultats seront dévoilés lors de l'Assemblée générale. Alors voilà pour le processus d'élection de vos membres du conseil d'administration. Passons maintenant au 4e objectif. Adapter les règlements généraux au développement contemporain de notre association. Alors ici, je vais aborder un certain nombre d'articles qui sont assez disparates les uns des autres, mais qui sont quand même assez structurants dans nos modifications. Première modification, cotisation. La cotisation se retrouvait dans nos règlements généraux et dans les faits, nos procureurs nous mentionnent qu'une cotisation devrait être déterminée par l'Assemblée générale.
Donc, la cotisation sera donc enlevée des règlements généraux et cette année, à l'Assemblée générale, on déterminera la cotisation. Elle va demeurer à 1 %, mais on le fera lorsqu'il y aura des modifications. Et donc, ce sera déterminé une fois et ça pourrait être bon pour plusieurs années. L'autre aspect, c'est qu'on revient à ce que nous avions avant 2015, c'est-à-dire qu'une section locale pourra prélever une cotisation locale n'excédant pas 0,2 %. Donc, certaines sections le font présentement. On avait enlevé ça de nos règlements généraux, mais on revient parce qu'on constate que ça répond à un besoin. On a intégré dans les règlements généraux les cotisations particulières. Lorsqu'on fait en situation particulière, par exemple, lorsqu'un membre est en prêt de service, lorsqu'on a un congé pour invalidité de longue durée, lorsqu'on a un membre, une personne qui est nommée temporairement à un poste, et aussi on traite des impacts fiscaux, des montants payés à titre d'indemnité de perte d'emploi ou de prime de séparation, de façon à ce que ce soit clair. Alors, c'est donc précisé dans nos règlements généraux. Deuxième modification, discipline et conflit d'intérêts. Donc, on avait un article à cet égard, mais on le trouvait plus ou moins clair. Donc, on en a un qui s'inspire largement de la loi sur l'instruction publique et qui s'applique aux commissaires et qu'on a repris dans nos règlements généraux pour nous, les cadres. Alors, au niveau des sections, maintenant, on vient préciser les obligations de votre conseil de section. Alors, des obligations au niveau d'échéance pour le financement. Alors, il n'y a rien de changé. On vient bien le préciser. Ce qui est important de noter ici au niveau des sections, c'est on avait que la section était responsable, que votre conseil de section est responsable d'assurer la défense des membres. C'était un petit peu fort et ça faisait peur. Donc, ce qu'on vient dire ici, c'est participe et collabore avec le service des relations du travail de l'association dans la défense des membres. Donc, ça vient mettre, je dirais, plus cette perspective de collaboration-là, beaucoup plus qu'une perspective d'obligation de défense qui faisait un peu peur là, à ceux qui voulaient s'engager dans la section. Quatrième modification maintenant, au niveau des commissions professionnelles. Donc, on vient préciser ici qu'une commission professionnelle qui est composée de 7 membres, par exemple, peut avoir 2 membres qui sont des observateurs. Alors, on a eu la demande de la commission professionnelle des ressources matérielles et on ne veut pas, bien sûr, étouffer l'engagement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, effectivement, il n'y a pas de problème à ça, mais on est venu le préciser dans nos règlements généraux. Donc, ce sera possible pour les commissions professionnelles d'avoir sur leur conseil de CP 7 membres, mais 2 membres qui pourront s'ajouter comme observateurs. Maintenant, au comité des relations professionnelles, alors les dispositions demeurent les mêmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un substitut parce qu'il est arrivé à l'occasion qu'on avait un petit peu de difficulté d'avoir un certain quorum. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y aura dorénavant un substitut qui pourra siéger là, sur le comité des relations professionnelles. Maintenant, au niveau du collège des commissions professionnelles, on n'avait pas indiqué que le responsable du développement professionnel siégeait sur ce collège-là. Donc, on l'a précisé dans nos règlements généraux. Alors voilà, c'est ce qui conclut les principales modifications que nous souhaitions porter à votre attention dans le cadre de cette vidéo. Nous attendons maintenant vos réactions. Voici les principales dates importantes là, pour le suivi de ces modifications à nos règlements généraux. Commentaires et questions jusqu'au 12 avril prochain. Questions de nature plus personnelle qui concernent les règlements généraux aussi, c'est des petites précisions que vous souhaitez obtenir. N'hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone ou par courriel, là, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Là, il y aura une séance de réponse à vos questions en ligne le 16 avril prochain. Et il y aura une dernière version modifiée des règlements généraux qui vous sera transmise le 18 avril pour une assemblée générale extraordinaire pour l'adoption de ces règlements généraux le 3 mai. Elle aura lieu à Québec et en visioconférence également. Alors, je vous invite à lire le document qui vous a été transmis et à nous formuler vos questions, commentaires de toute nature. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, bonne lecture, bonne fin de journée à vous.